Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur du débat africain consacré aujourd'hui à l'avortement. Plusieurs invités au téléphone. D'abord, Liman Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique malien. Il est en direct de Bamako. Second invité, Dr Joséphine Fokam, gynécologue obstétricienne à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun, l'une des patronnes d'une des importantes cliniques sur place, Ouest Santé. Notre troisième invitée est Madame Bolatiana Raveloa Rimissa, la cofondatrice du mouvement Nifi Akanga, un mouvement féministe pro-choix à Madagascar. Le mouvement est né à la suite de la suppression par le Parlement de l'article légiférant l'interruption de grossesse pour des raisons médicales. Ravaloa Rimissa est aujourd'hui en direct de Harare, la capitale zimbabwéenne. Notre dernier invité, et pas des moindres, est Maître Ousmane Thiam, le président de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Il défend notamment des femmes accusées d'avortement et d'infanticide. Pas aisé dans un pays où la loi est particulièrement dure sur la question. Il est en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. Nous avons évoqué un peu les raisons qui amènent ces filles à procéder aux avortements. Du verre pilé, des objets pointus ou des produits chimiques dans l'utérus qui s'injectent du détergent, de la soude, de l'acide, des décoctions des tradipraticiens ou d'autres médicaments dangereux. C'est leur moyen, à elles, de contourner la loi qui interdit les avortements. Chaque année, elles sont ainsi plusieurs dizaines de milliers à mourir en essayant de se débarrasser d'une grossesse non désirée. Et celles qui survivent sont très souvent mutilées à vie. On n'en parle pas, mais chacun en Afrique connaît dans son entourage au moins une victime des avortements clandestins. Comment en finir avec cette tragédie? Est-il opportun de conserver cette législation répressive qui pour l'instant ne semble pas vraiment efficace? Imam, que dit la religion sur cette question de l'avortement? Est-ce illégal, totalement interdit? Merci, monsieur Alain. Et bonjour à tout le monde. La position de la religion musulmane est très claire par rapport à l'avortement. D'abord, comme principe, l'avortement est totalement interdit, mais pour des raisons médicales, pour préserver la vie de la maman s'il le faut, et si c'est prouvé médicalement, ça peut être autorisé. Donc ça peut être autorisé, c'est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins radical, beaucoup moins dur que dans la position catholique où c'est totalement interdit. Je lis ce que disait le pape François, qui dit, le pape François a réitéré le 25 mai dernier son opposition à l'IVG, qu'il a comparé à engager un tueur à gages pour résoudre un problème. Est-ce que c'est comparable, imam? Je ne pense pas que ça soit comparable, mais la religion musulmane interdit cela est clair, mais à des positions un peu, en tout cas, des positions moins dures quand il s'agit de préserver la vie de la maman médicalement quand c'est prouvé. Et dans le cas du viol ou de l'inceste, par exemple? Non, pas le viol ou l'inceste, non. Il faut préserver la vie des deux, mais c'est seulement dans un cadre où médicalement c'est prouvé que le fait que l'enfant la reste peut donner parte vie à la mère qui porte l'enfant. Et là, la religion musulmane autorise qu'on sauve l'essentiel qui est la mère. Alors, Ravaloa Rimissa, sur place à Madagascar, est-ce qu'il y a... On ne peut pas faire d'avortement, c'est ça? Oui. Donc, on préfère perdre et la mère et l'enfant. Donc le gynécologue doit dire au mari ou à la famille de préparer les funérailles d'une femme qui est encore là et qui oui, carrément. Carrément, parce que même eux, ils se trouvent entre le marteau et l'enclume. Le gynécologue qui constate que la femme va mourir à tous les coups ne peut rien faire. Donc lui, s'il fait l'acte, il sera criminalisé. S'il ne fait pas l'acte, la famille peut porter plainte pour non-assistance à personne en danger de mort. Donc vous voyez le ridicule dans la loi. Et c'est déjà arrivé ça? Je pense que maintenant ça arrive tous les jours parce que c'est clair, les gynécologues ont pris position que donc c'est libre choix aux gynécologues de faire l'acte ou pas, mais quoi qu'il en soit, le fait est là. On sait aussi qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont été condamnées, qui sont en prison pour avoir été jugées comme étant auteurs d'avortement. Alors que leur vie était menacée. Donc pour les cas des femmes qui sont en prison, là, on ne sait pas si c'était médical ou pas, mais pour ceux depuis 2017, on n'a pas encore eu de retour, mais c'est sûr qu'il y a eu des victimes. Il y a des victimes. On va en parler dans la seconde partie, on va parler également du fait que
la criminalisation de l'acte ne diminue pas le nombre d'avortements. Nous avons évoqué un peu les raisons qui amènent ces filles à procéder aux avortements. J'ai envie de poser la question au docteur aujourd'hui. Vous qui êtes en contact avec ces filles quotidiennement, est-ce que le fait de durcir la loi a diminué le nombre des avortements? Docteur Fokam? Oui, moi je ne dirais pas qu'on a durci la loi parce que depuis belle lurette, l'avortement est interdit au Cameroun, mais est au moins autorisé les avortements thérapeutiques. Mais je crois que ça n'a rien changé à la situation parce que généralement il y a une tolérance administrative où on fait plutôt la différence entre les avortements pratiqués par des professionnels de la santé et des avortements pratiqués par des charlatans ou des jeunes filles désespérées. Dans leur chambre. C'est rare de voir qu'on a condamné un médecin pour avoir pratiqué l'avortement. On ferme un peu les yeux là-dessus, surtout que les médecins arrivent toujours à se débrouiller, à faire passer le côté thérapeutique de l'avortement qu'ils ont pratiqué et qui a malheureusement créé un problème. Parce qu'en fait, on n'en parle au Cameroun que quand ça a créé un problème. Je n'ai pas encore vu de cas où on est venu arrêter un médecin qui a pratiqué un avortement, qui s'est très bien passé, mais on ne soulève le problème malgré la loi que quand il y a mort d'homme. Là, cette loi n'a pas du tout changé quoi que ce soit. Au contraire, les gens se comportent comme si elle n'existait pas au Cameroun. Alors on a envie de dire qu'il existe aujourd'hui des moyens de contraception qui puissent empêcher ces avortements-là, qui puissent empêcher d'avoir des grossesses non désirées. Comment expliquer que malgré le fait que ce soit, dans le cas du Cameroun, vendu tout à fait officiellement, par exemple la pilule, qu'il y ait toujours autant d'avortements? Ça vient de quoi? Moi, je crois que c'est l'indiscipline des Camerounais qui ont une façon de penser qu'il faut jouir de toutes ces libertés et trouver des solutions après. Ça n'entre déjà pas dans la tradition africaine de prendre des contraceptifs parce qu'on était dans l'optique de c'est Dieu qui a donné, donc on le fait. Même la génération actuelle? Oui, moi nous avons très peu de pilules qui sont vendues, aussi bien en milieu étudiantin que dans les couples. Les gens préfèrent, comme on dit, jouer avec la chance et après chercher à trouver une solution. C'est ça la triste réalité. À un moment donné, on a même distribué des contraceptifs dans les hôpitaux pour inciter les femmes à utiliser ces contraceptifs, mais ça n'a pas été. Donc je crois qu'on peut parler de naïveté, tout ça mélangé, et le côté culturel. On veut respecter notre côté culturel, mais on veut aussi diminuer les charges qui vont avec. Oui, c'est un peu curieux. Et à Madagascar, est-ce que sur place c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de moyens de contraception mis à la disposition des femmes qui suscitent toutes ces grossesses non désirées? Pour Madagascar, moi personnellement, je veux aller au-delà de la culpabilisation de la femme. Parce qu'on a toujours tendance à dire déjà les filles. J'ai entendu les filles, alors que en réalité ce ne sont pas les filles comme j'ai dit, mais les femmes, plutôt les femmes. Donc pour moi, c'est l'échec de la campagne pour la contraception. Un chiffre, à Madagascar, le taux de prévalence de contraceptifs pour les femmes est entre 20 et 33%. On n'a jamais dépassé ce taux. Donc il y a un échec. Et il faut se remettre en cause pourquoi il y a eu cet échec. De deux, il faut aussi dire que n'importe quelle contraception n'est jamais sûre à 100%. Donc même celles qui sont sous contraceptif peuvent tomber enceintes et peuvent n'avoir pas désiré cet enfant ou la grossesse. Donc il faut voir sur ces principes qu'il y a un échec. Dans cet échec, il y a plusieurs responsabilités. Celui de l'État, celui des campagnes, celui aussi de la société en général, celui des leaders traditionnels et religieux, mais quelque part aussi la responsabilité de la femme qui aurait dû peut-être aller de prendre une contraception, mais également aussi la responsabilité du conjoint ou du mari ou du petit ami. Parce qu'on parle beaucoup de la femme, mais en termes d'avortement, il faut aussi y adhérer l'homme. Alors, lorsque l'on vous dit que si on fait la loi, si on rend la loi plus dure, c'est pour amener les femmes, les hommes, les maris à
prendre un peu plus conscience du fait qu'ils doivent prendre leurs dispositions. Que dites-vous de cela? La récente étude que nous avons faite a mis vraiment en exergue que ce soit la religion, la philosophie, nos cultures et même des lois qui sont très très dures, ça n'empêchera jamais une femme décidée d'en finir avec une grossesse non désirée. Donc ce n'est pas en mettant des lois qui sont dures qu'on va arrêter les avortements insécurisés, c'est en mettant en exergue l'accompagnement, parce que du moment qu'on interdit, on ouvre la porte grande ouverte à tout ce qui est avortement insécurisé, donc la mort à des femmes, la ruine aussi de familles, voilà. Alors, Imam Mahmoud Dicko, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ces filles qui meurent malgré la loi qui est particulièrement dure, est-ce qu'il ne faut pas un peu alléger cette loi? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en rediscute? Mais je pense réellement qu'on est en train de parler des conséquences en oubliant vraiment la cause de ces avortements. La cause, c'est d'abord le fait de laisser aujourd'hui la porte ouverte à cette dépravation et cette liberté sans fin, sans limite, sans ordre, où les gens peuvent vraiment, la sexualité devient quelque chose de désordonné, où rien n'est contrôlé là-dedans. Si vraiment on laisse comme ça, mais qu'est-ce qui va empêcher aux gens d'avoir des grossesses désirées ou non désirées? Ils en auront beaucoup. Moi, je pense réellement, là où peut-être que vous ne voulez pas en venir, que moi je vais dire en tant que religieux, c'est qu'il faut d'abord qu'aujourd'hui on mette de l'ordre dans la sexualité. On ne peut pas laisser les gens faire de la sexualité comme le marché dans lequel on rentre, on fait ce qu'on veut, on désordonne comme on veut, on achète comme on veut, on se comporte comme on veut. On ne peut pas se comporter comme ça. L'humanité a été vraiment privilégiée, les hommes ont été privilégiés par le Créateur, qu'il a ordonné notre sexualité. Ça ne doit pas se faire dans un désordre. Et c'est ce désordre-là qui nous amène en réalité à cette situation, à ce résultat aujourd'hui, qui est quasi planétaire, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction. La question de l'avortement est devenue une question planétaire. Je vois des femmes qui jubilent l'autre jour en Argentine parce que alors il y a une loi qui leur permet vraiment d'avorter. Ça fait pitié. Enfin, vous allez ôter des vies. Imam, là à l'instant, le docteur Fokam vous faisait comprendre, et même Madame Ravaloa Rimissa, elle vous faisait comprendre que même dans les couples, ça arrive, ces avortements-là. On fait des avortements dans les couples, ce n'est pas que de la dépravation sexuelle dont vous parlez. Mais quelles sont les causes des grossesses? C'est quoi? C'est des grossesses qui sont désordonnées, qui se font dans n'importe quelle situation. C'est des filles de 13, 14 ans, 15 ans qui sont en grossesse. Parce que non, mais elle vient de vous dire que non, elle vient de vous dire que la majorité, c'est des femmes mariées entre 35 et 45 ans. Ben ça c'est ce qu'ils disent, mais est-ce que c'est la réalité du moment? C'est ça les chiffres. La réalité est-ce que je me trompe, Madame Ravaloa Rimissa? Ce sont des chiffres qu'on a fait, c'est des fruits de statistiques que nous venons de faire en 2018. Et c'est une réalité en Afrique, il ne faut pas se mentir. Parce que du moment que nous mentons, en mettant et en stigmatisant les jeunes, nous ne parviendrons jamais à trouver vraiment des solutions, à trouver un équilibre dans notre société. Maître Ousmane Thiam, ce que vous avez souvent, que vous défendez, ce n'est pas que des jeunes filles. Non, ce ne sont pas que des jeunes filles. Il y a déjà des femmes mariées, il y en a. Il y a des femmes qui sont divorcées. Il y a beaucoup. Ça tourne entre la tranche d'âge entre 18 jusqu'à 40 ans. Donc, ce n'est pas juste réservé aux filles qui sont en âge de procréation. Imam Mahmoud Dicko, vous voyez bien que ce n'est pas qu'une histoire de dépravation. On parle encore des cas dans des couples mariés. Comment vous justifiez ça? Comment on fait dans ce cas? Vous laissez mourir la mère d'enfant? Non, pas du tout. Une femme mariée légalement qui a une grossesse, si médicalement c'est prouvé. J'ai bien dit que si médicalement c'est prouvé que cette grossesse peut porter atteinte à la vie de la femme. Et là, l'islam a donné une position très souple par rapport à ça. L'islam a une position, c'est vrai, plus souple que le catholicisme. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, il s'agit aussi de la liberté de la femme, non? La liberté de la femme, est-ce que sa liberté lui donne vraiment le droit d'ôter la vie à une vie? Cet enfant-là, c'est une vie. Là, j'ai envie de poser la question au docteur Fokam. Que répondez-vous à cela?
Moi, je voudrais bien comprendre la position Je comprends la position de l'imam. J'ai eu à travailler dans la partie nord du Cameroun où l'islam est très répandu. Dans cette culture, on pense que prendre des pilules, c'est pour cacher la prostitution. Donc, on a des femmes qui prennent la pilule ou bien qui font le planning familial de quelque manière que ce soit, sont soupçonnées par leur mari et leur belle famille d'avoir des relations clandestines. Ah ouais. Et c'est donc ainsi qu'on se retrouve avec des grossesses indésirées parce que en même temps, cette femme ne peut pas prendre des contraceptifs. En même temps, elle doit être disponible chaque fois que son mari a besoin d'elle. On se retrouve donc avec des familles qui ont des enfants à très grand nombre et ils ne peuvent pas toujours s'en occuper. Et de plus en plus, il y a donc des avortements clandestins dans la communauté musulmane parce que, qu'on le veuille ou non, il y a le problème économique qui nous rattrape. Très souvent, ces musulmans, devant la charge des enfants que la femme a eu malgré elle, elles sont souvent répudiées facilement parce que le mari n'en peut plus. Donc voilà un peu le drame et je voudrais donc dire que chez les Bamileke, on retrouve aussi un peu ça, où les parents estiment que les jeunes filles qui prennent les contraceptifs, c'est parce qu'elles ont plusieurs partenaires. Donc il y a ce choc culturel qui fait que la pilule ne peut pas être acceptée ouvertement. Les quelques rares personnes qui prennent des pilules le font en cachette, mais comme vous avez dit, il faut qu'à un moment donné, on fasse la part des choses entre le bénéfice du planning familial et les décès qui découlent des avortements. Justement, c'est la question. On a beau interdire, il y a des avortements. Que fait-on aujourd'hui pour que ces avortements se fassent de façon légale, de façon moins, on va dire, moins clandestine, Mahmoud Dicko? Cher Alain, je voudrais quand même dire concernant la contraception, dire que bon, les femmes se cachent pour aller prendre ça parce que les hommes ne peuvent pas être au courant, etc., etc. Je crois que ça, c'est des choses qui se font en commun accord avec l'homme. Si la situation de la femme, sa santé ou autre raison fait que ou le planning familial, la contraception pour le planning familial, elle va le faire, mais avec son mari. Ils le feront ensemble parce que c'est leur couple, ils gèrent leur vie et leur situation ensemble. Moi, je pense que c'est là, l'islam n'a jamais interdit que s'il y a un problème pour lequel, une raison quelconque valable pour lequel la femme doit passer pour faire la planning, disons le planning familial ou la contraception, et que c'est là interdite. Non, elle est interdite dans des conditions, mais s'il y a des conditions aussi qu'il existe, l'islam peut, en ce moment, donner un feu vert pour le faire. Mais ça s'est fait avec l'aval de l'homme, ils le font ensemble, et c'est eux qui gèrent leur vie, c'est eux qui savent le pourquoi et les raisons. Maintenant, comme je le dis, il est difficile aujourd'hui de parler de l'avortement en oubliant les conséquences de ces grossesses. Les conséquences de ces grossesses, c'est la réalité, c'est le laisser-aller, c'est la dépravation pure et simple, c'est le désordre dans la sexualité qui aujourd'hui qui s'installe dans le monde, où personne ne contrôle plus rien. On parle de la liberté de la femme, d'accord, elle est libre, sa liberté doit être respectée. Alors cet enfant qui doit naître, qui est une vie, qu'on doit ôter, elle n'a pas de liberté, elle? Mais dans le même temps, vous préférez qu'il y ait autant de morts pour rester sur le principe? Mais si on autorise l'avortement, c'est aussi autant de morts. On va tuer beaucoup de gens, on va ôter beaucoup de vies. Je préfère que ce soit Ravelo Rimissa qui vous réponde à cela. Oui, donc on enlève les sentiments et on revient sur les chiffres. Est-ce que l'avortement qui est légalisé dans les pays légalisés, est-ce que ça entraîne plus d'avortements? Donc, c'est un catégorique, c'est un non. Quand on donne l'autorisation pour l'avortement et que ce soit sécurisé, donc dans des lieux bien précis qui sont gérés par l'État, tous les chiffres montrent qu'il n'y a pas plus d'avortements, mais il y a moins de morts. Parce qu'il y a moins d'avortements insécurisés. Je voudrais aussi qu'on puisse faire la part des choses. Il y a avortement sécurisé et il y a l'avortement non sécurisé. Ce qui se passe en Afrique, c'est plus des avortements non sécurisés qui se fait n'importe où. L'avortement sécurisé, donc accompagné, se font donc d'une manière médicale dans des lieux bien précis. Et les chiffres sont clairs. Quand on donne l'autorisation et qu'il y a un accompagnant, il n'y a pas plus d'avortements. Raison médicale pour préserver la vie de la maman, s'il le faut.
si c'est prouvé médicalement, ça peut être autorisé. Donc ça peut être autorisé. C'est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins radical, beaucoup moins dur que dans la position catholique où c'est totalement interdit. Je lis ce que disait le pape François, qui dit « Le pape François a réitéré le 25 mai dernier son opposition à l'IVG, qu'il a comparé à engager un tueur à gages pour résoudre un problème. » Est-ce que c'est comparable, imam? Je ne pense pas que ce soit comparable, mais la religion musulmane interdit cela est clair, mais à des positions un peu, en tout cas, des positions moins dures quand il s'agit de préserver la vie de la maman médicalement quand c'est prouvé. Et dans le cas du viol ou de l'inceste, par exemple? Non, pas le viol ou l'inceste, non. Il faut préserver la vie des deux. Mais c'est seulement dans un cadre où médicalement c'est prouvé que le fait que l'enfant la reste peut donner parte vie à la mère qui porte l'enfant. Et là, la religion musulmane autorise qu'on sauve l'essentiel qui est la mère. Alors, Raveloa Rimissa, sur place à Madagascar, est-ce qu'il y a régulièrement des condamnations dans ce sens? Parce que la loi là-bas également est très très dure. Oui, la loi est dure et la loi a été endurcie. Je m'explique. Avant, donc notre code pénal qui est basé sur le code Napoléon de 1810, donc de 1810, en son article 317, interdit l'avortement. L'interruption de la grossesse est criminalisée. Mais pour tout ce qui était acte médical pour sauver la mère, comme a dit l'imam, était plus ou moins, on va dire, accepté et déontologiquement suivi par nos gynécologues. Seulement depuis décembre 2017, c'est donc écrit noir sur blanc que même en cas de viol, inceste ou des grossesses qui peuvent tuer la mère, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire que même lorsque la vie de la mère est menacée, on ne peut pas faire d'avortement, c'est ça? Oui. Donc, on peut faire perdre et la mère et l'enfant. Donc le gynécologue doit dire au mari ou à la famille de préparer les funérailles d'une femme qui est encore là. Et qui carrément. Carrément, parce que même eux, ils se trouvent entre le marteau et l'enclume. Le gynécologue qui constate que la femme va mourir à tous les coups ne peut rien faire. Donc lui, s'il fait l'acte, il sera criminalisé. S'il ne fait pas l'acte, la famille peut porter plainte pour non-assistance à personne en danger de mort. Donc vous voyez le ridicule dans la loi. Et c'est déjà arrivé ça? Je pense que maintenant ça arrive tous les jours parce que c'est clair, les gynécologues ont pris position que donc c'est libre choix aux gynécologues de faire l'acte ou pas, mais quoi qu'il en soit, le fait est là. On sait aussi qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont été condamnées, qui sont en prison pour avoir été jugées comme étant auteurs d'avortement. Alors que leur vie était menacée. Donc pour les cas des femmes qui sont en prison, là, on ne sait pas si c'était médical ou pas, mais pour ceux depuis 2017, on n'a pas encore eu de retour, mais c'est sûr qu'il y a eu des victimes. Il y a des victimes. On va en parler dans la seconde partie. On ne diminue pas le nombre d'avortements. Comment sortir de ce cercle vicieux? On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après nous. Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique malien. Il est en direct de Bamako. Second invité, Dr Joséphine Fokam, gynécologue obstétricienne à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun, l'une des patronnes d'une des importantes cliniques sur place, Ouest Santé. Notre troisième invitée est Madame Bolatiana Raveloa Rimissa, la cofondatrice du mouvement Nifi Akanga, un mouvement féministe pro-choix à Madagascar. Le mouvement est né à la suite de la suppression par le Parlement de l'article légiférant l'interruption de grossesse pour des raisons médicales. Raveloa Rimissa est aujourd'hui en direct de Harare, la capitale zimbabwéenne. Notre dernier invité, et pas des moindres, est Maître Ousmane Thiam, le président de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Il défend notamment des femmes accusées d'avortement et d'infanticide, pas aisé dans un pays où la loi est particulièrement dure sur la question. Il est en direct de Dakar, la capitale sénégalaise. On était dans l'optique de c'est Dieu qui a donné, donc on le fait. Même la génération actuelle? Oui, moi nous avons très peu de pilules qui sont vendues, aussi bien en milieu étudiantin que dans les couples. Les gens préfèrent, comme on dit, jouer avec la chance.
et après chercher à trouver une solution. C'est ça la triste réalité. À un moment donné, on a même distribué des contraceptifs dans les hôpitaux pour inciter les femmes à utiliser ces contraceptifs, mais ça n'a pas été. Donc je crois qu'on peut parler de naïveté, tout ça mélangé, et le côté culturel. On veut respecter notre côté culturel, mais on veut aussi diminuer les charges qui vont avec. Oui, c'est un peu curieux. Et à Madagascar, est-ce que sur place c'est délicat? Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ces filles qui meurent malgré la loi qui est particulièrement dure. Est-ce qu'il ne faut pas un peu alléger cette loi? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en rediscute? Mais je pense réellement qu'on est en train de parler des conséquences en oubliant vraiment la cause de ces avortements. La cause, c'est d'abord le fait de laisser aujourd'hui la porte ouverte à cette dépravation et cette liberté sans fin, sans limite, sans ordre, où les gens peuvent vraiment, la sexualité devenir quelque chose de désordonné, où rien n'est contrôlé là-dedans. Si vraiment on laisse comme ça, mais qu'est-ce qui va empêcher aux gens d'avoir des grossesses désirées ou non désirées? Ils en auront beaucoup. Moi, je pense réellement, là où peut-être que vous ne voulez pas en venir, que moi je vais dire en tant que religieux, c'est qu'il faut d'abord qu'aujourd'hui on mette de l'ordre dans la sexualité. On ne peut pas laisser les gens faire de la sexualité comme le marché dans lequel on rentre, on fait ce qu'on veut, on désordonne comme on veut, on achète comme on veut, on se comporte comme on veut. On ne peut pas se comporter comme ça. L'humanité a été vraiment privilégiée, les hommes ont été privilégiés par le Créateur, qu'il a ordonné notre sexualité. Ça ne doit pas se faire dans un désordre. Et c'est ce désordre-là qui nous amène en réalité à cette situation, à ce résultat aujourd'hui, qui est quasi planétaire, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction. La question de l'avortement est devenue une question planétaire. Je vois des femmes qui jubilent l'autre jour en Argentine parce que alors il y a une loi qui leur permet vraiment d'avorter. Ça fait pitié. Enfin, vous allez ôter des vies. Imam, là à l'instant, le docteur Fokam vous faisait comprendre, et même Madame Ravaloa Rimissa, elle vous faisait comprendre que même dans les couples, ça arrive, ces avortements-là. On fait des avortements dans les couples, ce n'est pas que de la dépravation sexuelle dont vous parlez. Mais quelles sont les causes des grossesses? C'est quoi? C'est des grossesses qui sont désordonnées, qui se font dans n'importe quelle situation. C'est des filles de 13, 14 ans, 15 ans qui sont en grossesse. Parce que non, mais elle vient de vous dire que non, elle vient de vous dire que la majorité, c'est des femmes mariées entre 35 et 45 ans. Ben ça c'est ce qu'ils disent, mais est-ce que c'est la réalité du moment? C'est ça les chiffres. La réalité. Est-ce que je me trompe, Madame Ravaloa Rimissa? Ce sont des chiffres qu'on a fait, c'est des fruits de statistiques que nous venons de faire en 2018. Et c'est une réalité en Afrique, il ne faut pas se mentir. Parce que du moment que nous mentons, en mettant et en stigmatisant les jeunes, nous ne parviendrons jamais à trouver vraiment des solutions, à trouver un équilibre dans notre société. Maître Ousmane Thiam, ce que vous avez souvent... Non, ce ne sont pas que des jeunes filles. Il y a déjà des femmes mariées, il y en a. Il y a des femmes qui sont divorcées. Il y a beaucoup. Ça tourne entre la tranche d'âge, entre 18 jusqu'à 40 ans. Donc... ce n'est pas juste réservé aux filles qui sont en âge de procréation. Imam Mahmoud Dicko, vous voyez bien que ce n'est pas qu'une histoire de dépravation. On parle encore des cas dans des couples mariés. Comment vous justifiez ça? Comment on fait dans ce cas? Vous laissez mourir la mère d'enfant? Non, pas du tout. Une femme mariée légalement qui a une grossesse, si médicalement c'est prouvé. J'ai bien dit que si médicalement c'est prouvé que cette grossesse peut porter atteinte à la vie de la femme. Et là, l'islam a donné une position très très souple par rapport à ça. L'islam a une position, c'est vrai, plus souple que le catholicisme, ça il faut le dire les choses comme elles sont. Alors, il s'agit aussi de la liberté de la femme, non? La liberté de la femme, est-ce que sa liberté lui donne vraiment le droit d'ôter la vie à une vie? Cet enfant-là, c'est une vie. Là, j'ai envie de poser la question au docteur Fokam, que répondez-vous à cela? Moi, je voudrais bien comprendre je comprends la position de l'imam. J'ai eu à travailler dans la partie nord du Cameroun où l'islam est très répandu. Dans cette culture, on pense que prendre des pilules, c'est pour cacher la prostitution. Donc, on a des femmes qui prennent la pilule ou bien qui font le planning familial de quelque manière que ce soit
sont soupçonnés par leur mari et leur belle famille d'avoir des relations clandestines. Ah ouais. Et c'est donc ainsi qu'on se retrouve avec des grossesses indésirées parce que en même temps, cette femme ne peut pas prendre des contraceptifs. En même temps, elle doit être disponible chaque fois que son mari a besoin d'elle. On se retrouve donc avec des familles qui ont des enfants à très grand nombre et ils ne peuvent pas toujours s'en occuper. Et de plus en plus, il y a donc des avortements clandestins dans la communauté musulmane parce que, qu'on le veuille ou non, il y a le problème économique qui nous rattrape. Très souvent, ces musulmans, devant la charge des enfants que la femme a eu malgré elle, elles sont souvent répudiées facilement parce que le mari n'en peut plus. Donc voilà un peu le drame et je voudrais donc dire que chez les Bamileke, on retrouve aussi un peu ça, où les parents estiment que les jeunes filles qui prennent les contraceptifs, c'est parce qu'elles ont plusieurs partenaires. Donc il y a ce choc culturel qui fait que la pilule ne peut pas être acceptée ouvertement. Les quelques rares personnes qui prennent des pilules le font en cachette, mais comme vous avez dit, il faut qu'à un moment donné, on fasse la part des choses entre le bénéfice du planning familial et les décès qui découlent des avortements. Justement, c'est la question. On a beau interdire, il y a des avortements. Que fait-on aujourd'hui pour que ces avortements se fassent de façon légale, de façon moins, on va dire, moins clandestine, Mahmoud Dicko? Charles, je voudrais quand même dire concernant la contraception, dire que bon, les femmes se cachent pour aller prendre ça parce que les hommes ne peuvent pas être au courant, etc., etc. Je crois que ça, c'est des choses qui se font en commun accord avec l'homme. Si la situation de la femme, sa santé ou autre raison fait que ou le planning familial, la contraception pour le planning familial, elle va le faire, mais avec son mari. Ils le feront ensemble parce que c'est leur couple, ils gèrent leur vie et leur situation ensemble. Moi, je pense que c'est là, l'islam n'a jamais interdit que s'il y a un problème pour lequel, une raison quelconque valable pour lequel la femme doit passer pour faire la planning, disons le planning familial ou la contraception, et que c'est là interdite. Non, elle est interdite dans des conditions, mais s'il y a des conditions aussi qui l'exigent, l'islam peut, en ce moment, donner un feu vert pour le faire. Mais ça s'est fait avec l'aval de l'homme, ils le font ensemble, et c'est eux qui gèrent leur vie, c'est eux qui savent le pourquoi et les raisons. Maintenant, comme je le dis, il est difficile aujourd'hui de parler de l'avortement en oubliant les conséquences de ces grossesses. Les conséquences de ces grossesses, c'est la réalité, c'est le laisser-aller, c'est la dépravation pure et simple, c'est le désordre dans la sexualité qui aujourd'hui qui s'installe dans le monde, où personne ne contrôle plus rien. On parle de la liberté de la femme, d'accord. Elle est libre, sa liberté doit être respectée. Alors cet enfant qui doit naître, qui est une vie, qu'on doit ôter, elle n'a pas de liberté, elle. Mais dans le même temps, vous préférez qu'il y ait autant de morts pour rester sur le principe? Mais si on autorise l'avortement, c'est aussi autant de morts. On va tuer beaucoup de gens, on va ôter beaucoup de vies. Je préfère que ce soit Ravelo Rimissa qui vous réponde à cela. Oui, donc on enlève les sentiments et on revient sur les chiffres. Est-ce que l'avortement qui est légalisé dans les pays légalisés, est-ce que ça entraîne plus d'avortements? Donc, c'est un catégorique, c'est un non. Quand on donne l'autorisation pour l'avortement et que ce soit sécurisé, donc dans des lieux bien précis qui sont gérés par l'État, tous les chiffres montrent qu'il n'y a pas plus d'avortements, mais il y a moins de morts. Parce qu'il y a moins d'avortements insécurisés. Je voudrais aussi qu'on puisse faire la part des choses. Il y a avortement sécurisé et il y a l'avortement non sécurisé. Ce qui se passe en Afrique, c'est plus des avortements non sécurisés qui se fait n'importe où. L'avortement sécurisé, donc accompagné, se font donc d'une manière médicale dans des lieux bien précis. Et les chiffres sont clairs. Quand on donne l'autorisation et qu'il y a un accompagnant, il n'y a pas plus d'avortement. Maître Ousmane Thiam, en durcissant la loi sur l'avortement, est-ce que ça a diminué le nombre d'avortements au Sénégal? Non, je ne le pense pas parce que déjà la loi est votée depuis longtemps. Le code pénal est applicable au Sénégal depuis que le Sénégal a pris ses indépendances. C'est des peines qui vont de 1 an à 5 ans. Et jusqu'à présent, le dernier rapport qui a été publié a montré qu'on a eu combien? On a eu 551 400 cas d'avortement clandestin.
Ah oui, quand même. Donc ça veut dire que même si les gens sont au courant des peines qui sont prévues, les femmes ont toujours recours à l'avortement. C'est parce que peut-être il faudrait qu'on voit d'ailleurs d'autres méthodes pour essayer de voir quelle est la solution la meilleure. Le Sénégal a essayé avec le protocole de Maputo, il l'a ratifié, mais bon, dans ce protocole, il est prévu que l'avortement puisse être accordé à la femme en cas de viol, d'inceste et si la santé de la mère est en jeu. Mais le Sénégal l'a ratifié, mais jusqu'à présent, on a besoin d'uniformiser notre loi pour que l'article 305 puisse être enlevé du code pénal. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait à cause de certaines pesanteurs. J'avoue que moi, j'ai participé à beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres entre les organisations féminines, les juristes et les religieux. Et ça permettait aujourd'hui de voir, en tout cas, l'ambiance qui pèse, en tout cas les pesanteurs qui pèsent sur le pays par rapport aux pesanteurs sociales, les pesanteurs religieuses, pour essayer de voir quelle est la meilleure solution à adopter. Parce que l'avortement, ici, il est sécurisé. Et je pense que c'est moins de complications pour la dame. On en a vu des gens qui prennent des breuvages, des médicaments sans... Ils font de l'automédication. Et ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. L'automédication, et ça, c'est très dangereux. Alors, dernière question, puisque nous arrivons au terme de cette émission, dernière question que j'ai envie de poser à vous, qui est de Madagascar. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités malgaches avancent dans le sens, on va dire, d'assouplir la loi? Ils vont dans le sens contraire, mon cher. Et ça s'endurcit de plus en plus, vu que on peut aussi dire que ça a une relation avec la visite future du pape qui va venir normalement en septembre. Et donc nos politiciens font bonne impression d'être de bons catholiques. Je le dis vraiment carrément parce que c'est la réalité. Ben, merci à vous. On reviendra sur ce sujet. On espère que la loi